La salle devint soudainement silencieuse, et l'atmosphère se figea comme si le temps lui-même avait décidé de suspendre son vol au-dessus du penthouse luxueux de l'hôtel George V à Paris. On pouvait littéralement entendre les glaçons fondre et s'entrechoquer contre les parois de cristal des verres de dégustation. Julien Delaroche, un homme dont la fortune était estimée à plus de 30 milliards d'euros, restait immobile, son visage perdant peu à peu ses couleurs habituelles pour prendre une teinte livide. Il venait de parier son empire tout entier contre la dignité d'une simple serveuse, pensant avec arrogance qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie inoffensive pour amuser ses invités de marque. Il était intimement convaincu que son coffre-fort était totalement impénétrable. Une véritable forteresse d'acier trempée protégée par des algorithmes mathématiques impossibles à déchiffrer pour le commun des mortels. Mais Maya n'avait nullement besoin d'explosifs sophistiqués, ni même d'un code secret arraché sous la contrainte. Elle n'avait besoin que de 3 minutes de silence et d'un fantôme surgi de son passé tragique pour ébranler les fondations de ce monde de verre et d'acier. Lorsque la lourde porte d'acier pivota enfin sur ses gonds massifs, elle ne se contenta pas de révéler une liasse d'obligations au porteur d'une valeur de 100 millions d'euros. Elle mit à nu un secret dévastateur qui allait réduire l'univers de Julien en cendres et transformer sa vie de monarque absolu en un champ de ruines fumantes. Voici l'histoire incroyable de la façon dont l'homme le plus puissant de l'Hexagone a tout perdu face à la femme qui, quelques minutes plus tôt, lui servait son champagne avec une déférence feinte. Nous étions le jeudi 14 novembre à 22h15 dans la suite royale de l'hôtel George V, en plein cœur de Paris. Et l'air du penthouse empestait l'argent brûlé. Un mélange spécifique de fumée de cigares cubains, de bois d'acajou ciré et de l'odeur métallique et piquante du Dom Pérignon glacé qui coulait à flots. Maya Lefebvre ajusta nerveusement le col de son uniforme de service qui lui irritait la nuque depuis le début de la soirée. Elle n'avait que 28 ans, mais ce soir-là, elle se sentait vieille d'un siècle. Ses pieds enfermés dans des ballerines noires bon marché, martelant sans relâche les tapis persans dont le prix unitaire dépassait tout ce qu'elle pourrait gagner en une vie entière de labeur acharné. Elle se déplaçait comme une ombre discrète à travers la foule de l'élite parisienne, équilibrant avec une grâce apprise un plateau d'argent chargé de hors-d'œuvre sophistiqués que personne ne semblait vraiment vouloir consommer tant l'entre-soi était la seule priorité des convives. C'était la fête d'anniversaire privée de Julien Delaroche, le PDG d'Apex Global Holdings. Un homme qui n'était pas seulement riche, mais qui possédait une influence capable d'altérer le paysage géopolitique européen à son seul avantage. C'était un homme qui achetait des châteaux dans le Bordelais pour y stocker ses collections de vins rares et qui s'offrait les services de député pour s'assurer que sa pression fiscale reste aussi basse que possible. Debout près de la cheminée monumentale, Delaroche ressemblait en tout point au maître de l'univers, avec son costume sur mesure venant des meilleurs tailleurs de la rue de la Paix. Une coupe parfaite mettant en valeur sa stature imposante, alors qu'il tenait un verre de vieux cognac d'une main et un cigare allumé de l'autre. Maya le détestait viscéralement, non pas par une simple haine de classe généralisée, mais d'une manière précise et ancrée dans sa chair, car elle détestait la façon dont il regardait le personnel comme s'ils n'étaient que des meubles fonctionnels sans âme. Elle détestait devoir lui sourire, alors que son frère de 5 ans, Léo, attendait dans un appartement humide de Saint-Denis, en s'étouffant de tout, parce qu'il ne pouvait pas se payer les services du spécialiste de l'hôpital Necker, dont il avait désespérément besoin pour survivre. « Messieurs, messieurs, un peu de silence, je vous prie », lança la voix de Julien Delaroche, qui résonna à travers la pièce, coupant court au murmure des conversations superficielles. La salle remplie de gestionnaires de fonds spécieux, de magnates de la technologie et d'avocats grassement payés par des cabinets internationaux se tut instantanément pour écouter le maître des lieux qui désigna d'un geste théâtral un coin de la pièce où 2 gardes de sécurité massifs se tenaient comme des statues de granit. Ils s'écartèrent pour révéler un objet imposant, drapé dans un velours sombre et profond, alors que Delaroche annonçait fièrement sa dernière acquisition,
les yeux brillants de la satisfaction narcissique de celui qui possède ce que personne d'autre ne peut avoir. Il tira brusquement sur le drap et un souffle de stupéfaction parcourut l'assemblée, devant ce qui apparaissait comme un coffre-fort, mais pas n'importe quel coffre-fort, car c'était une monstruosité de fer noir et de laiton, mesurant 1,50 m de haut. L'objet avait un aspect victorien et steampunk à la fois, semblant totalement impénétrable avec ses 3 anneaux de laiton concentriques gravés de symboles étranges et de chiffres archaïques, à la place d'une combinaison classique. « C'est l'Aistas Sept », déclara Julien, en tapotant le métal froid avec une affection presque paternelle, expliquant que l'objet avait été construit en 1902 par un serrurier allemand reclus nommé Friedrich Wellner, et que la légende affirmait que seuls 2 exemplaires avaient été fabriqués. L'un d'eux avait coulé avec le Titanic, et celui-ci était l'unique survivant d'une époque de mécanique pure et de génie absolu. « Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Julien ?» demanda Maxime de Vigny, un rival en capital risque, au visage rubicond et à la cravate desserrée. Delaroche sourit en montrant ses dents comme un requin s'apprêtant à mordre, et expliqua qu'à l'intérieur se trouvait la liberté pure, sous la forme d'une obligation au porteur d'une valeur de 100 millions d'euros, un document non enregistré et intraçable qui appartenait à celui qui le détenait physiquement. Des sifflements d'admiration et des applaudissements éclatèrent devant cet étalage dégoûtant de richesse, qui traitait une fortune capable de nourrir une nation comme un simple jeu de salon pour millionnaires blasés. « Et voici le plus beau », continua Julien en levant son verre car il avait payé une fortune pour faire détruire les plans originaux de Wellner. Et même lui ignorait la combinaison exacte, puisque le serrurier qui l'avait restauré avait réglé le mécanisme sur un algorithme aléatoire avant de signer un accord de confidentialité si strict qu'il ne pouvait même pas dire à sa femme ce qu'il faisait pour gagner sa vie. Il affirmait avec une certitude absolue que le coffre était incassable et que même les services secrets ne pourraient pas y pénétrer sans utiliser une lance thermique. Maya se tenait près du mur, tenant son plateau de flûte de champagne vide, essayant d'être invisible aux yeux de tous, mais elle ne pouvait détacher son regard de l'Aistas Sept. Ce nom résonnait dans son esprit, délogeant un souvenir qu'elle avait enterré profondément sous des années de traumatisme et de pauvreté extrême. Elle fixait les anneaux de laiton, et elle savait ce que ces marques signifiaient, car elle ne se contentait pas de les reconnaître. Elle les ressentait physiquement dans la pulpe de ses doigts. « Et toi ?» s'exclama soudain Julien Delaroche, en pointant un doigt directement vers elle, forçant toute la pièce à se tourner vers la serveuse, qui sursauta sous l'effet de la surprise. « Oui, toi, celle avec le plateau vide, tu as l'air de t'ennuyer ferme. » ajouta-t-il avec une voix légèrement pâteuse sous l'effet de l'alcool, lui ordonnant de s'approcher. Maya hésita un instant, alors qu'elle apercevait son responsable d'agence, Monsieur Lefort, un homme cruel qui la surveillait depuis le seuil de la cuisine, avec un regard menaçant, lui intimant de ne pas faire de scène s'il elle tenait à son salaire. Maya s'avança donc, la foule s'écartant devant elle, comme la mer Rouge, alors qu'elle se sentait petite, exposée et terrifiée, face à ce milliardaire qui lui demanda son nom avec une condescendance amusée. « Maya, monsieur », répondit-elle d'une voix presque inaudible, alors qu'il répétait son prénom en le goûtant comme un vin rare, avant de lui demander combien elle gagnait de l'heure. « 12 €, monsieur. Plus les pourboires, » dit-elle alors qu'un rire moqueur parcourait la salle, un son cruel qui semblait souligner la futilité de son existence. Julien gloussa en trouvant cela tragique, et déclara qu'il se sentait généreux ce soir, presque comme un dieu, et qu'il voulait jouer à un jeu en désignant le coffre massif. Il affirmait que la classe ouvrière était réputée pour sa débrouillardise, et il lui proposa un marché insensé. Il lui donnait 10 minutes pour ouvrir la porte, et si elle y parvenait, les 100 millions d'euros à l'intérieur seraient à elle sans aucune condition ni avocat. La pièce explosa de commentaires, certains traitant Julien de fou, d'autres se moquant de Maya en disant qu'elle allait s'évanouir ou qu'elle n'avait même pas les moyens de se payer une pédicure correcte. Julien se pencha alors très près d'elle.
son haleine sentant l'alcool cher, et murmura assez fort pour être entendue des premiers rangs que si elle essayait et échouait, elle devrait partir immédiatement sans être payée et en laissant son uniforme sur place pour sortir dans la rue avec ce qu'elle portait en dessous. C'était une humiliation pure et simple. Un voyage de pouvoir conçu pour la dépouiller de sa dignité, pour le simple divertissement de ses amis fortunés. Maya le regarda fixement, observant son visage suffisant et mou. Puis elle regarda le coffre et pensa à son frère Léo et aux médicaments dont il avait besoin qui coûtaient 4 000 € par mois. Elle pensa à l'avis d'expulsion scotché sur sa porte à Saint-Denis. Et elle se souvint de l'Heistas 7, de l'odeur de l'huile de machine et d'une main chaude posée sur la sienne, guidant ses petits doigts sur des anneaux de laiton. « Écoute, Maya, ne regarde pas, écoute les culbuteurs car ils parlent si tu es assez silencieuse », lui avait dit son père autrefois. Maya posa son plateau sur une table d'appoint, les tiges de verre s'entrechoquant avec un tintement cristallin avant qu'elle ne se tourne vers Julien de la Roche. Ses yeux soudainement dépourvus de toute crainte, devenus froids et durs comme le diamant. « Je n'ai pas besoin de 10 minutes. » dit-elle d'une voix claire et assurée, qui fit mourir le rire des invités instantanément, étranglée par l'audace incroyable de son ton. Les serveuses ne parlaient pas aux milliardaires de cette façon, mais de la Roche resta interdit avant de choisir l'amusement pour garder le contrôle de la situation. Il leva les mains pour demander le silence total, invitant tout le monde à laisser travailler la maîtresse cambrioleuse alors qu'un calme pesant s'installait dans le penthouse. À l'extérieur, le bourdonnement lointain du trafic parisien n'était qu'un drone sourd, mais à l'intérieur, on aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis. Maya ferma les yeux et prit une profonde inspiration pour se recentrer en bloquant l'odeur de la fumée de cigare et la sensation de sang perdu fixée sur son dos. Elle tendit la main gauche et la posa à plat contre le fer noir froid de la porte, tout en plaçant sa main droite sur le premier anneau de laiton. L'Heistas 7 n'était pas un coffre-fort ordinaire utilisant un système de gorge à chute par gravité, comme les modèles modernes. Mais il utilisait un glissement par gravité basé sur la friction, un mécanisme si complexe qu'il était jugé inviolable, car le retour d'information qu'il donnait était microscopique. Mais Maya savait quelque chose que de la Roche ignorait totalement. Frédéric Wellner avait un défaut car il était musicien avant d'être serrurier, et il accordait ses coffres comme des instruments de musique. Elle tourna l'anneau extérieur vers la gauche, sentant le métal lisse et bien huilé par celui qui l'avait restauré, sans toutefois pouvoir en modifier le mécanisme central, trop intégré au châssis. Maya appuya son front contre l'acier frais, ne se contentant pas de ressentir, mais écoutant les vibrations voyageant à travers la densité de la porte jusqu'à ce qu'elle perçoive un clic sourd. C'était une fausse porte, un piège pour les cambrioleurs amateurs qui auraient cru avoir trouvé un chiffre, mais Maya passa outre avec détermination sous les murmures d'une femme en robe rouge qui croyait qu'elle tournait les cadrans au hasard. Le monde de Maya s'était réduit à la friction du laiton sur l'acier, alors qu'un souvenir l'emportait 20 ans en arrière dans un atelier lyonnais, avec un homme aux mains tachées de graisse et au regard bienveillant. Son père, Arthur Lefebvre, lui expliquait que ce n'était pas une question de force, mais de respect, car la serrure voulait s'ouvrir et qu'il suffisait de lui demander poliment, en écoutant le sol dièse. Arthur n'était pas seulement un serrurier, mais le seul homme en Europe capable de réviser les voûtes antiques de la Banque de France. Un génie mort dans une prison fédérale après avoir été piégé pour un vol qu'il n'avait pas commis par des hommes puissants. Maya serra les dents et repoussa ce souvenir car elle aurait besoin de sa colère plus tard, alors qu'elle devait maintenant se concentrer sur la précision millimétrée de ses gestes. Elle trouva le premier numéro, une résonance creuse qui fredonnait contre sa paume, et passa au second anneau qui contrôlait les boulons verticaux, une étape beaucoup plus délicate nécessitant d'osciller d'avant en arrière pour dégager les contrepoids. Julien commençait à s'impatienter et fit teinter les glaçons dans son verre, mais Maya lui lança un regard si venimeux qu'il se figea net au milieu de sa gorgée. Elle revint au cadran, transpirant désormais malgré la climatisation, alors que ses doigts commençaient à se crisper sous l'effort de concentration extrême. Elle cherchait l'imperfection, cette minuscule éraflure microscopique dans la rotation
datant de 1902, qui lui permettrait d'engager le second verrou. Un bruit sourd et final retentit, et la foule sentit le changement d'atmosphère, passant de la moquerie à une tension insupportable, alors que même Maxime de Vigny posait son verre pour ne rien rater du spectacle. « C'est impossible », murmura Delaroche, alors que Maïa passait au cadran central, le commutateur de l'homme mort qui, s'il était mal manipulé, déclencherait un verrou interne permanent, obligeant à percer le coffre. Elle visualisait les engrenages de laiton, les ressorts et les contrepoids glissant en place comme dans un ballet mécanique parfaitement orchestré par un horloger divin. Elle tourna le cadran avec une légèreté de plume, sentant la résistance du boulon interne qui planait dangereusement avant de s'arrêter net sur le chiffre 5. Elle ne cherchait pas un clic, mais une absence totale de friction. La signature de la véritable porte qui était silencieuse par nature. Maïa retira ses mains, se redressa et recula d'un pas, alors que pendant 3 secondes interminables, rien ne se produisit, et que Delaroche commençait à rire en disant que le temps était écoulé. Soudain, un bruit de détonation résonna dans la pièce. Le son des 6 boulons d'acier massif se rétractant simultanément avant que la porte lourde ne gémisse et ne s'ouvre lentement sur ses charnières. L'intérieur était éclairé par une petite lumière automatique révélant le document de crème et d'or promis, mais aussi quelque chose d'autre de beaucoup plus compromettant. Un grand registre en cuir noir, marqué des initiales de Julien, et une pile de photographies compromettantes. Le verre de Julien glissa de sa main et se brisa en 1000 morceaux sur le sol, éclaboussant ses chaussures de luxe sans qu'il ne s'en aperçoive, tant son expression était celle d'un condamné à mort, voyant son bourreau entrer dans la pièce. « Qui es-tu » bégaya-t-il, d'une voix qui n'était plus qu'un murmure terrifié, alors que Maïa s'avançait calmement pour ramasser l'obligation au porteur, en déclarant qu'elle était la serveuse et que cet argent lui appartenait désormais de plein droit. Mais alors que sa main frôlait le registre noir, Delaroche se jeta en avant, la panique ayant remplacé le choc initial, et hurla à ses gardes de s'emparer d'elle et d'empêcher qu'elle ne touche à ce livre. Les 2 colosses se mirent en mouvement, et Maïa saisit le registre au moment même où elle voyait la date de 2004 sur la tranche, l'année de l'arrestation de son père. Et l'adrénaline envahit son système nerveux, car ce n'était plus un jeu, mais une guerre ouverte. Le Penthouse explosa dans un chaos feutré, celui des gens riches qui n'ont jamais connu de confrontation physique de leur vie, alors que Julien hurlait de briser les bras de Maïa si nécessaire pour récupérer le livre. Grégory, le plus grand des gardes, bondit par-dessus le cordon de velours, mais Maïa l'évita d'un mouvement instinctif en se jetant à genoux sur le tapis perçant, le laissant percuter la porte d'acier du coffre dans un craquement sinistre. Elle se faufila entre les invités, rapide et agile, alors que le second garde, Miller, bloquait la sortie principale en sortant une arme de sa veste avec un calme professionnel effrayant. Maïa savait qu'elle ne pourrait pas atteindre les portes principales, mais elle connaissait cet hôtel mieux que quiconque. Ses couloirs de service et ses veines invisibles que les riches ne voyaient jamais. Elle sprinta vers la cuisine sous les rires maniaques de Julien, qui pensait qu'elle se piégeait elle-même, car il n'y avait aucune issue de ce côté, excepté le monte-charge de service. Maïa fit irruption dans la cuisine en hurlant au chef et au plongeur de s'écarter, sautant par-dessus une table de préparation chargée de homards, avant que Miller ne défonce les portes doubles derrière elle. « Tout le monde à terre !» hurla le garde, alors que le personnel s'exécutait dans la terreur, tandis que Maïa repérait le petit ascenseur utilisé pour descendre les plats au niveau inférieur. Elle s'y jeta alors que Miller tirait un coup de feu qui fit jaillir des étincelles sur le comptoir en inox à quelques centimètres seulement de sa hanche, dans un fracas assourdissant. Maïa ferma la porte du monte-charge juste à temps pour que la seconde balle perfore le grillage métallique au moment où le moteur s'engageait, la plongeant dans une obscurité salvatrice. Elle se recroquevilla en position fétale, serrant le registre et l'obligation contre sa poitrine alors qu'elle descendait vers le sous-sol, réalisant avec horreur que Julien était prêt à la tuer pour ce livre. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de survie pour lui, car ce registre contenait manifestement des secrets capables de le détruire totalement. Le trajet dura 30 secondes,
qui lui parurent une éternité avant que le monte-charge ne s'arrête brutalement au niveau de la blanchisserie où l'air était chaud et humide, saturé d'odeurs de détergent industriel. Maya sortit en trébuchant et courut vers la sortie de secours qu'elle savait déboucher sur l'impasse derrière l'hôtel, ses ballerines claquant sur le béton froid. Elle s'engouffra dans la nuit parisienne, alors qu'une pluie fine commençait à tomber, transformant les pavés en miroirs glissants, et courut jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus la porter. Elle se réfugia dans une ruelle sombre, derrière une épicerie de nuit, pour reprendre son souffle, tremblante de tous ses membres sous la lumière orange vacillante d'un réverbère. Elle ouvrit enfin le registre, et ses yeux s'embuèrent de larmes de rage en découvrant une comptabilité occulte de corruption s'étendant sur des décennies, impliquant des cartels et des seigneurs de guerre. Mais c'est à la page 42 que son cœur s'arrêta, car elle y trouva la preuve écrite que son père avait été délibérément piégé, parce qu'il avait découvert le mécanisme de vol de Delaroche dans les coffres de la Banque de France. Julien Delaroche n'avait pas seulement détruit la vie de son père, il l'avait ciblé avec une précision chirurgicale en utilisant le procureur Robert Sterling, qui était aujourd'hui devenu le ministre de l'Intérieur. Maya réalisa qu'elle n'affrontait pas seulement un milliardaire, mais toute l'infrastructure corrompue de l'État, et que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Son téléphone se mit soudain à vibrer, un appel masqué qu'elle hésita à prendre avant de penser à Léo rester à l'appartement avec la voisine, Madame Girard. C'était la voix de Julien, calme et terrifiante, qui lui annonçait qu'il possédait la compagnie de téléphone et qu'il savait exactement où elle se trouvait grâce au bornage de son signal. Il affirmait ne pas se soucier de l'argent, mais exigeait la restitution immédiate du livre, menaçant de tuer tous ceux qu'elle aimait si elle diffusait les informations qu'il contenait. Maya lui répondit avec une fureur froide qu'elle n'était pas son père et qu'elle ne croyait plus en la justice des hommes, avant de raccrocher et de briser sa carte SIM pour ne plus être tracée. Elle savait qu'elle devait mettre Léo à l'abri immédiatement, car Delaroche enverrait ses hommes à son appartement de Saint-Denis dans les minutes qui suivraient. Elle arrêta un taxi et lui donna une fausse destination pour semer ses poursuivants avant de changer de direction au dernier moment pour se rendre dans le sud de Paris, là où vivait un homme que son père lui avait dit de ne jamais contacter, sauf en cas de danger de mort. Silvio Valmont était un ancien receleur et un expert en sécurité qui opérait dans les zones grises de la légalité. Le seul homme que son père ait jamais craint et respecté à la fois. Maya arriva devant une grille de fer rouillé, arborant une enseigne de brocanteur, et sonna 3 fois selon un code mémorisé depuis son enfance, pour que le rideau métallique se lève enfin dans un gémissement électrique. L'intérieur était un labyrinthe de vieilles horloges et de radios poussiéreuses, où Silvio l'attendait derrière une vitre blindée, nettoyant un revolver avec un calme olympien. Il reconnut immédiatement les yeux d'Arthur en elle, et écouta son récit sans l'interrompre, observant l'obligation de 100 millions d'euros avec un rire sec et désabusé. Il lui expliqua que ce document était inutile, sans l'empreinte biométrique de Julien, pour le valider à la banque, et que Delaroche l'avait piégé dès le départ, en sachant qu'elle ne pourrait jamais toucher l'argent. Mais quand il vit le registre noir, son expression changea radicalement, car il savait que ce livre était une bombe nucléaire, capable de faire tomber le gouvernement tout entier, et que Delaroche ferait tout pour l'effacer. Silvio vérifia ses écrans de surveillance et vit des SUV noirs sans plaque approcher, comprenant que les mercenaires de Delaroche, une firme privée nommée Blackwood, étaient déjà sur leurs traces. Maya le supplia de l'aider au nom de l'amitié qu'il portait à son père, et Silvio finit par accepter en sortant un sac d'équipement tactique et en préparant son fourgon blindé pour une extraction risquée. Ils se précipitèrent vers Saint-Denis sous une pluie torrentielle, alors que Maya priait pour que Léo soit encore en sécurité dans son lit. Mais le quartier était trop calme à leur arrivée. Silvio repéra immédiatement les véhicules de Blackwood devant l'immeuble de Maya et comprit que l'affrontement était inévitable s'il voulait récupérer l'enfant. Il ordonna à Maya de rester basse et d'utiliser l'escalier de secours pendant qu'il ferait diversion dans la rue en simulant une altercation de voisinage pour attirer les gardes à l'extérieur. Maya grimpa les échelons de métal glissant jusqu'au 3e étage
et vit à travers la fenêtre Madame Girard, ligotée sur une chaise, mais Léo avait disparu. Emmené comme monnaie d'échange par les hommes de Julien. Un garde l'aperçut et tira à travers la vitre, mais Silvio intervint avec une violence brutale pour neutraliser la menace. Entrant dans l'appartement pour libérer la vieille dame en pleurs. Une tablette posée sur la table se mit à sonner, et Maya accepta l'appel vidéo de Julien qui lui montra Léo, endormi à l'arrière d'une limousine, lui proposant un échange simple. Le livre contre l'enfant lors du gala du ministre de l'Intérieur, le lendemain soir, au musée d'Orsay. Il menaçait de jeter le garçon par la portière si elle tentait quoi que ce soit et lui ordonnait de porter une robe élégante pour ne pas dépareiller parmi les invités de marque. Maya accepta le rendez-vous, le visage durci par une résolution de pierre, comprenant que Julien ne la laisserait jamais vivre une fois qu'il aurait récupéré les preuves de ses crimes. Silvio lui confirma que c'était un piège évident, mais Maya avait un plan qui utilisait le propre narcissisme de Julien contre lui. Une stratégie de serrurier consistant à forcer la serrure de sa vie entière devant les yeux du monde. Le samedi soir, au musée d'Orsay, le gala battait son plein sous les horloges monumentales et les chefs-d'œuvre de l'impressionnisme, alors que l'élite parisienne célébrait sa propre grandeur. Julien Delaroche et le ministre Robert Sterling se tenaient au centre de la salle, affichant une confiance absolue malgré la traque médiatique qui présentait Maya comme une criminelle dangereuse et instable. Maya fit son entrée dans une robe bleu nuit spectaculaire, attirant tous les regards alors qu'elle s'avançait vers le podium où Julien s'apprêtait à prononcer son discours. Elle exigea de voir son frère et Miller poussa l'enfant vers elle, permettant à Maya de le serrer une dernière fois dans ses bras en lui murmurant de courir vers la sortie sans se retourner. Julien exigea alors l'enveloppe contenant le registre, mais Maya lui annonça avec un sourire glacial que l'enveloppe était vide, car Silvio était déjà en train de transmettre les données aux serveurs des plus grands journaux internationaux. Elle révéla que le micro du podium avait été piraté pour diffuser leur conversation en direct sur toutes les chaînes de télévision qui couvraient l'événement, brisant ainsi le silence que Julien avait acheté pendant des années. Les écrans géants du musée affichèrent soudainement les preuves de la corruption de Delaroche et de Sterling, ainsi que les enregistrements audio où Julien admettait avoir piégé Arthur Lefebvre. La panique s'empara de l'Assemblée, alors que la police judiciaire faisait irruption dans la salle pour procéder aux arrestations sous les flashs des photographes. Julien, perdant tout contrôle, sortit un petit pistolet de sa veste pour abattre Maya, mais un coup de feu retentit avant qu'il ne puisse presser la détente. Silvio ayant neutralisé le milliardaire depuis une galerie supérieure. Quelques mois plus tard, la neige tombait sur Paris et Maya sortait de l'hôpital avec Léo, enfin guéri grâce aux soins qu'ils avaient pu financer avec une partie de l'argent récupéré par Silvio sur les comptes de Julien. Il n'était pas devenu riche, car Maya avait insisté pour que la majeure partie de la fortune soit reversée à des œuvres caritatives et aux victimes des agissements de Delaroche, ne gardant que le nécessaire pour une vie paisible. Elle tenait dans sa main un petit anneau de laiton provenant de l'Aïstas 7, un souvenir de la nuit où elle avait prouvé que les serrures les plus solides n'étaient pas faites d'acier, mais de secret. Elle savait désormais qu'elle n'était plus une simple victime du système, mais la digne fille d'Arthur Lefebvre, celle qui avait ouvert le coffre de l'injustice pour libérer la vérité. Léo lui demanda si tout irait bien désormais, et Maya lui répondit avec un sourire radieux qu'ils possédaient enfin la bonne combinaison pour leur avenir. Ils montèrent dans le van de Silvio qui les attendait pour les emmener vers leur nouvelle maison, loin du tumulte de la capitale, laissant derrière eux les fantômes d'un empire qui s'était effondré en quelques minutes. La serveuse avait vaincu le titan non pas avec des armes, mais avec le toucher délicat de celle qui sait écouter les murmures du métal et les battements de cœur de la vérité. Julien Delaroche avait parié que personne ne pouvait l'atteindre. Mais il avait oublié que la personne la plus dangereuse est celle qui n'a plus rien à perdre, sinon son honneur. Cette victoire était celle de la justice sur l'arrogance. Un rappel que même les forteresses les plus imposantes finissent par céder lorsque la bonne clé est insérée dans la serrure. Maya regarda par la vitre les lumières de la ville s'éloigner, sentant enfin le poids de l'oppression s'envoler de ses épaules comme une poussière insignifiante. Elle avait réussi l'impossible et rendu son nom à son père.
lavant son honneur devant la nation entière, et s'assurant que plus jamais un homme comme de la Roche ne puisse agir en toute impunité. La vie reprenait ses droits, simple et lumineuse. Loin des complots et de la noirceur des puissants de ce monde, car la véritable liberté n'a pas de prix et ne peut être enfermée dans aucun coffre-fort. Aussi sophistiqué soit-il, l'histoire de Maya Lefèvre resterait gravée dans les mémoires comme celle d'une insurrection silencieuse et victorieuse. Un exemple de courage face à l'adversité la plus absolue. Elle ferma les yeux, bercée par le ronronnement du moteur, sachant que la nuit était enfin finie et que l'aube d'une nouvelle existence se levait sur eux, pleine de promesses et de paix retrouvée. Tout était enfin à sa place. Les dettes étaient payées et les coupables étaient derrière les barreaux, là où ils ne pourraient plus jamais nuire à personne. Maya soupira de soulagement en serrant la main de son frère, prête à affronter les défis de demain avec la certitude que rien ne pourrait plus jamais les briser, car ils avaient survécu à la tempête et en étaient sortis plus forts que jamais. La neige continuait de tomber, recouvrant Paris d'un manteau blanc de pureté, comme pour effacer les traces de cette bataille épique et offrir à Maya et Léo une page blanche sur laquelle écrire le reste de leur vie merveilleuse. Le silence régnait désormais. Un silence apaisé et bienveillant qui n'était plus celui de la peur, mais celui de la sérénité enfin conquise de haute lutte. Le voyage touchait à sa fin, et pourtant, tout ne faisait que commencer pour eux dans ce monde qu'ils allaient désormais parcourir ensemble, libres et fiers de ce qu'ils avaient accompli contre vents et marées. Maya Lefèvre, la serveuse devenue légende, pouvait enfin dormir tranquille car son combat était terminé et sa victoire était totale, éclatante et éternelle. Le souvenir de son père l'accompagnait. Un murmure doux à son oreille lui disant qu'il était fier d'elle et que son héritage était entre de bonnes mains. Elle s'endormit doucement, alors que le véhicule s'enfonçait dans la campagne française, loin des tours de verre et des cœurs de pierre, vers un horizon de douceur et d'amour sincère. La boucle était bouclée. Le coffre était ouvert et le trésor qu'elle y avait trouvé n'était pas fait d'or, mais de dignité retrouvée et de bonheur partagé pour toujours. Plus rien ne comptait d'autre que cet instant présent. Cette chaleur humaine et cette sécurité tant recherchée qui enveloppait désormais leur petite famille soudée par les épreuves. La nuit était belle, la nuit était douce, et le monde semblait enfin respirer à l'unisson avec le cœur d'une femme qui avait osé défier les dieux de l'argent pour sauver son frère et son âme. C'était la fin d'un cauchemar et le début d'un rêve éveillé que personne ne pourrait plus jamais leur voler, car ils en étaient les seuls maîtres et les seuls architectes pour l'éternité. Maya savait que chaque clic du coffre-fort avait été un pas vers cette libération finale, et elle ne regrettait rien de ce voyage périlleux qui l'avait menée jusqu'ici. Le destin avait choisi son camp, celui de la persévérance et de l'intégrité, récompensant celle qui n'avait jamais baissé les yeux devant l'injustice. La route était longue, mais chaque kilomètre les éloignait un peu plus de la douleur, pour les rapprocher de la lumière et de la joie simple d'être vivants et ensemble. Le monde pouvait continuer de tourner avec ses bruits et ses fureurs. Maya et Léo avaient fait trouver leur propre havre de paix, leur propre sanctuaire, où l'argent n'avait plus aucune prise sur leurs sentiments. C'était là le véritable secret de l'Eistas 7, celui que Frédéric Wellner avait peut-être pressenti en créant son chef-d'œuvre, que la plus grande richesse se trouve dans la capacité à s'ouvrir aux autres et à briser les chaînes du passé. Maya Lefèvre était enfin libre, totalement libre. Et son histoire continuerait d'inspirer ceux qui croient encore que la vérité finit toujours par triompher. Peu importe la puissance de ceux qui tentent de l'étouffer. La serveuse avait refermé la porte sur son ancienne vie pour en ouvrir une nouvelle, bien plus vaste et lumineuse, où chaque jour serait une célébration de la vie et de la liberté retrouvée pour de bon. Le silence de la nuit était son allié, un compagnon fidèle qui la portait vers son destin avec une tendresse infinie et une promesse de lendemains enchanteurs pour elle et son petit frère, tant aimé. Tout était dit, tout était fait, et la légende de la serveuse de l'hôtel Georges V resterait gravée dans le marbre de l'histoire, comme un témoignage de la force invincible de l'esprit humain face à l'adversité.
Maya pouvait enfin lâcher prise et se laisser porter par le courant de la vie, sachant que le plus dur était derrière elle et que le meilleur restait à venir pour eux deux. Le voyage s'achevait ainsi, dans la douceur d'un matin d'hiver naissant, sous le regard bienveillant des étoiles qui avaient été les témoins de son incroyable exploit et de sa transformation héroïque. Maya était en paix. Et cette paix était le plus beau des trophées qu'elle pouvait ramener de cette aventure hors du commun qui avait changé sa vie à jamais. La fin d'un règne, le début d'une ère, et au milieu de tout cela, une femme qui avait simplement refusé de se laisser écraser par les puissants de ce monde. La victoire était belle, la victoire était pure, et elle appartenait pour toujours à Maya Lefebvre, la femme qui avait craqué le code de la liberté. La porte de l'Aïsta 7 resterait ouverte dans l'esprit de tous comme le symbole d'une vérité qui ne peut être emprisonnée et d'une justice qui finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Maya et Léo arrivèrent enfin à destination, leur nouveau foyer les attendant avec la promesse d'une vie simple et authentique, où chaque instant serait précieux. La serveuse avait quitté son plateau pour prendre les rênes de sa propre destinée. Et plus rien ne pourrait l'arrêter dans sa quête de bonheur et de plénitude absolue pour elle et les siens. L'histoire se terminait là où la vie recommençait, dans la chaleur d'un foyer et la force d'un amour fraternel indestructible qui avait triomphé de tout. Maya sourit une dernière fois avant de descendre de voiture, prête à embrasser cet avenir radieux qu'elle avait elle-même forgé de ses propres mains. La légende était née, le combat était gagné, et le monde était un peu plus juste grâce à une serveuse qui n'avait pas eu peur de demander poliment à la serrure de s'ouvrir. Le secret était révélé, la mission accomplie, et Maya Lefebvre pouvait enfin poser ses mains fatiguées pour savourer le fruit de son incroyable courage. La vie était belle, la vie était sienne, et elle comptait bien en profiter chaque seconde jusqu'à la fin des temps. Le rideau tombait sur cette épopée moderne, mais l'écho de sa réussite résonnerait encore longtemps dans les couloirs du temps comme un chant d'espoir pour tous les opprimés de la terre. Maya avait gagné, et sa victoire était celle de l'humanité tout entière sur la cupidité et la corruption. Le chapitre se fermait avec élégance, laissant place à une existence de lumière et de vérité pour celles qui avaient osé défier les ombres du passé. Maya Lefebvre était enfin chez elle, et c'était là le seul trésor qui comptait vraiment à ses yeux. La fin était un commencement, le silence était une symphonie, et l'amour était la seule clé dont elle aurait désormais besoin pour ouvrir toutes les portes de son avenir merveilleux. Tout était parfait, tout était à sa place, et Maya pouvait enfin respirer l'air pur de la liberté.